Nous sommes de retour sur la scène Discovery pour la 7e édition de la Madi Keynote. Soyez les bienvenus pour celles et ceux qui nous suivent ici en direct depuis le carreau du Temple. On est ravis de retrouver GRDF pour l'acte 2 puisque ce matin, on a effectivement débloqué et développé les sujets de l'Open Innovation. Acte 1, appel à projet, start-up, entreprise, comment justement fédérer l'écosystème autour d'appel à projet. Acte 2, comment mobiliser maintenant toute une société autour de sujets propres à GRDF. On va en parler justement avec le Living Lab de GRDF. À mes côtés, Caroline Renaudat, directrice territoriale régionale Centre-Val de Loire. Bonjour Caroline. Bonjour Pierre. Merci d'être là. Et Philippe Mété, délégué territorial Clermont-Auvergne et chef de projet R&D Innovation. Bonjour Pierre. Merci d'être là Philippe également. On va parler de Living Lab. Alors le Living Lab Quesaco, justement l'objectif est de vous définir un petit peu le sujet. C'est un concept qui est né aux États-Unis en 1990 à l'université de Philadelphie. Alors à ce moment-là, des universitaires et des étudiants se mettent finalement d'accord pour mettre au point un modèle pédagogique expérimental basé sur la co-conception. Très vite, d'autres universités s'emparent de ce concept. La très prestigieuse université du MIT met justement en place également ce modèle de recherche et d'innovation. Et puis en Europe, 26 ans plus tard, c'est en 2006, 16 ans plus tard, pardon, en 2006, la Commission européenne lance justement un mouvement European Network of Living Lab pour développer des collaborations entre les entreprises et également entre les citoyens et bien sûr les institutions. Alors, pourquoi justement GRDF a mis en place ce modèle dans sa démarche d'Open Innovation? Quels sont justement les objectifs parcourus par ces laboratoires vivants? C'est tout l'objectif de notre talk. Et on va commencer justement avec vous, Philippe, pour définir plus particulièrement cette démarche qui s'applique sur du long terme avec une méthodologie très particulière. Je vous laisse le soin de nous définir le Living Lab. Oui, tout à fait Pierre. Effectivement, c'est une méthodologie qui est assez particulière, dont on n'a pas forcément l'habitude dans les territoires. Alors, le Living Lab, comme vous l'avez indiqué, c'est un laboratoire d'innovation territoriale dans lequel l'usager, le citoyen, est vraiment au centre d'un écosystème pour lequel en fait, on va venir challenger des produits, des usages pour vérifier que ce qu'on est en train de co-construire avec eux répond bien à une envie, une problématique des citoyens et du coup faire créer de la valeur au niveau de ce Living Lab, au niveau du territoire. Alors en matière d'open innovation, c'est encore une démarche mineure, c'est encore une démarche qui en France en tout cas est peu existante. Donc vous êtes pionnier sur le sujet chez GRDF. Cela respecte justement cette méthodologie plusieurs types d'étapes, à commencer bien sûr par la sélection des parties prenantes, à commencer également par la sélection du sujet. Quelles sont les grandes étapes justement, Philippe, de la méthodologie du Living Lab? Alors, comme vous l'avez indiqué dans l'introduction, c'est une méthodologie de travail, de co-construction qui est forcément sur du temps long, sur le long terme. Il faut plusieurs années pour qu'un Living Lab puisse vraiment produire pleinement de la valeur pour son territoire. La première chose qui est vraiment fondamentale pour ne pas se tromper dans la construction de son Living Lab, c'est bien de cartographier l'écosystème, les parties prenantes, vérifier que l'on a bien des collectivités qui veulent s'engager dans cette démarche, vérifier que des universités, des lycées puissent aussi prendre part aux travaux d'open innovation liés à ce Living Lab. Donc il y a d'abord effectivement un travail de cartographie pour bien labelliser, pour bien identifier les territoires qui peuvent répondre à la création d'un Living Lab. Ça, c'est la première chose, la cartographie. Donc ensuite, faut prendre son bateau de pèlerin et puis aller convaincre, expliquer, puisque c'est une démarche qui n'est pas encore forcément très développée, très connue. Et puis, il y a également, une fois qu'on a réussi à mettre en place cet écosystème et qu'on a convaincu cet écosystème de se lancer dans l'aventure, la dernière partie prenante qui est effectivement très importante, c'est l'usager, les citoyens qu'on va intégrer dans ce Living Lab et qui vont participer à la co-construction d'une valeur ajoutée pour le territoire. Avec une typologie d'acteurs justement variée pour avoir et atteindre cette démarche scientifique, parce que c'est une démarche scientifique. Oui, c'est une démarche scientifique. Alors, il y a des méthodologies d'animation dans un Living Lab que l'on connaît par d'autres méthodes comme le hackathon, le design thinking. Enfin, c'est des outils qu'on peut voir déjà dans d'autres méthodes d'open innovation, mais là on va les travailler un petit peu différemment. Et puis on va aussi constituer à côté de ce panel citoyen un panel d'experts
qui peut être une ressource, un conseil scientifique, qui peut être une ressource pour les citoyens qui veulent s'approprier des concepts sur lesquels ils n'ont pas forcément accès au démarrage du Living Lab. Et c'est justement tout l'objet de cette expérimentation qui est menée en région Centre-Val de Loire avec sa directrice qui est présente ici parmi nous. Caroline, justement, vous avez lancé avec Philippe et vos équipes le tout premier Living Lab avec ce sujet qui est lié à l'acceptabilité de la méthanisation. Alors, peut-être qu'on va rapidement définir la méthanisation. C'est un procédé qui consiste à transformer certaines matières organiques comme les biodéchets, le lisier et le fumier de porc et de bovin, des résidus de culture de maïs et de céréales en biométhane, un gaz 100% renouvelable. Caroline, quelle est la genèse de ce Living Lab expérimenté justement dans votre région et pourquoi la méthanisation est-elle un sujet étudié dans le cadre de cette démarche d'Open Innovation ? La genèse, justement, c'est que nous, à GRDF et tous les acteurs de la filière méthanisation, on est convaincus que c'est une technologie formidable et que c'est vraiment bon pour la planète, bon pour les territoires. Et le constat qu'on fait au sein des équipes de GRDF, c'est que cette technologie à laquelle on croit beaucoup, les citoyens ont parfois des difficultés à la comprendre et on voit émerger, alors que voilà, il y a des projets vertueux sur les territoires, on voit émerger des collectifs qui vont s'opposer à ces projets-là. Et donc, c'est pour ça que la jeunesse de ce Living Lab, on est parti vraiment sur cette thématique-là pour travailler avec des citoyens et mieux comprendre en fait quelles étaient leurs attentes, quelles étaient leurs craintes autour de ces sujets, autour de la méthanisation. Et du coup, sur cet écosystème, on a cherché un écosystème en région Centre-Val de Loire qui était justement sur un territoire où il y avait beaucoup de projets en émergence. Et on a la chance en Centre-Val de Loire d'avoir un endroit qui s'appelle le campus Les Champs du Possible. Voilà, c'est un écosystème assez varié où on a à la fois un lycée agricole, on a un village by CA qui incube des startups autour de l'agritech. Donc on était vraiment déjà dans l'univers agricole. On a justement, c'est les Lab. parties prenantes. Là, vous nous parlez des parties prenantes. Donc, dans cette commune de 30 000 habitants, Châteaudun, et ces parties prenantes, qui sont-elles? Qui travaillent avec vous? Et comment vous les approchez? Comment en fait, vous les faites travailler autour de la table sur ce sujet de l'acceptabilité de la méthanisation? Alors justement, on a travaillé, comme le disait Philippe, avec ce panel d'experts, avec les acteurs qui étaient déjà autour du Living Lab. Et puis on a eu la chance que le président du campus, Philippe Vigier, adhère au projet. Et donc on a vraiment co-construit avec l'équipe du campus ce Living Lab tourné vers le citoyen, qui jusque-là n'était pas un pilier du campus. Et du coup, ce Living Lab nous a permis de faire rentrer le citoyen au sein du campus sur cette première thématique autour de la méthanisation. Alors justement, comment ça fonctionne quand on vient là, sur le champ des possibles, ce campus qui est basé à Châteaudun? Comment fonctionne-t-il ce Living Lab? Et depuis quand vit-il finalement? Depuis quand a-t-il été créé? Alors ça a été, comme le disait Philippe, ça se construit dans la durée. Parce qu'on a commencé nos premiers travaux avec l'équipe du campus en 2020. Alors on était en pleine période Covid. Au printemps 2020, les réunions Teams autour de la préfiguration en fait, de ce projet. Et puis, ça nous a permis quand même ces années Covid de maturer vraiment le projet, de se réaligner aussi avec le campus. C'est bien le Living Lab du campus, c'est pas le Living Lab de GRDF, on l'a co-construit avec eux, mais c'est le leur. Et puis, derrière, on a commencé à recruter un panel citoyen. Et les premières réunions du panel citoyen se sont tenues en 2021, fin 2021, et se sont échelonnées sur toute l'année 2022. On parlait de cette diversité d'acteurs, de parties prenantes. Depuis 2020 maintenant, j'imagine que vous avez 3 ans d'existence. Quels sont les résultats obtenus? Les résultats obtenus, c'est que alors déjà, on a un panel citoyen qui nous a suivis, qui est venu à chaque réunion. Pour ça, on s'est quand même fait épauler aussi. C'est pas si simple d'aller à la rencontre des citoyens. Donc on s'est fait épauler par une entreprise orléanaise qui est sur l'innovation par les services, qui s'appelle Actan. Et du coup, on a travaillé pendant ces années-là sur vraiment des ateliers de participatif et co-construction pour comprendre en fait quelles étaient les attentes des citoyens sur ces projets-là. Et je ne vais pas tout dévoiler sur la suite parce qu'on est encore en train d'analyser et on va poursuivre les travaux avec le panel citoyen sur la mise en œuvre. Mais vraiment, nous, en tant qu'entreprise, ça nous a vraiment permis d'avoir un regard de l'autre côté en fait, du miroir et de comprendre finalement ce que les gens ne comprenaient pas. Et c'est vraiment un vrai plus pour nous de sortir de notre vision parfois de sachant et de se mettre à la place du citoyen sur un territoire qui voudrait arriver à un projet sans bien comprendre ce que c'est.
comprendre la connaissance, la représentation que les citoyens peuvent avoir justement, en l'occurrence ici de la méthanisation. Alors justement, vous nous parliez de difficultés. Quelles ont été ces difficultés? C'est pas simple, vous le disiez, d'approcher les citoyens, de les convaincre, de les embarquer. Pourquoi? C'est pas simple parce qu'on ne sait pas faire. C'est pas notre métier de base. Alors on a des clients, on sait parler à nos clients. Mais aller vers des gens sur des territoires qui parfois ne sont pas desservis en gaz pour leur parler d'un sujet qu'ils ne maîtrisent pas, où ils ont plutôt voire des réticences à en entendre parler, c'est pas si simple que ça. Et du coup, voilà, avec Actan et l'équipe du campus, on a fait des marchés, on a créé des flyers, on leur a dit venez nous rejoindre dans l'aventure. C'est une manière de faire bouger le territoire. On est sur la méthanisation, mais il pourrait y avoir d'autres sujets derrière et constituer un espèce de club, en fait, un club de citoyens qui va venir se réunir sur ce tiers-lieu à Châteaudun pour venir évoquer ce sujet de société sur la transition agricole et agroécologique. Parce qu'on a parlé de méthanisation, mais la thématique était vraiment transition agricole et agroécologique. Il faut dire que c'est un sujet qui est relativement récent en France. La méthanisation, ça fait une décennie que c'est structuré. C'était un peu plus avancé dans d'autres pays et qu'effectivement c'est nouveau. Donc naturellement, on se pose des questions. Et c'est pour ça, et c'est pour cette raison que les réticences peuvent aussi parfois s'expliquer, je l'entends. Parlons maintenant, effectivement, on a parlé des enseignements, des difficultés, du programme à venir. Quelle est la suite, justement, du Living Lab du côté de votre région? Alors la suite, comme je vous le disais, les citoyens nous ont enseigné plein de choses. On est encore en train d'analyser, on va essayer de mettre en œuvre des petites propositions citoyennes. Et puis, comme la thématique du Living Lab était plus large que la méthanisation, sans tout dévoiler, parce qu'on a une réunion demain sur le sujet avec l'équipe du campus, on veut vraiment travailler sur le sujet autour du carbone, de la décarbonation des fermes, et travailler avec les citoyens pour la compréhension de ce qu'est un puits de carbone dans l'agriculture. Donc là, on dépasse le sujet énergétique, on est vraiment sur les sujets agroécologiques. La méthanisation en fait partie, mais n'est pas le seul. Donc on va élargir le débat autour du Living Lab. La Madi Keynote, c'est l'entrepreneuriat de demain, c'est l'innovation, et on est en plein sujet avec GRDF, on est en plein sujet avec le Living Lab. Justement, quel est le mot que vous pourriez justement partager pour convaincre celles et ceux, ces grandes entreprises qui nous suivent, ces entreprises qui nous suivent, ces citoyens, ces startups, pour justement expérimenter ce que vous êtes en train de faire, puisque vous êtes les pionniers en France? Le maître mot, c'est écouter les territoires, c'est eux qui nous font avancer. Être capable de bouger un peu les lignes, j'imagine. Même question à vous, Philippe? Alors, c'est la patience, l'écoute, et surtout aussi donner envie. Donner envie de participer, ça c'est quelque chose on est toujours gagnant à recueillir l'expression citoyenne auprès des projets qu'on souhaite porter pour un territoire. La culturation, c'est également un sujet forcément très important pour diffuser ces méthodes et ces concepts d'open innovation. Et pour cela, il faut naturellement expliquer, il faut naturellement accompagner. Et vous, Philippe, avec les équipes de GRDF, vous organisez justement des séquences, des temps forts. Et il y a un rendez-vous le 5 avril prochain. Exactement. Puisqu'en fait, l'idée de la méthodologie Living Lab qu'on s'est aussi appropriée chez GRDF, c'est une méthode d'open innovation et qu'on veut partager, parce que un Living Lab, c'est réplicable sur d'autres thématiques, c'est réplicable dans d'autres domaines techniques. Donc, GRDF, on a produit un livre blanc sur la méthodologie Living Lab telle que nous, on l'a vécue et qu'on l'a mise en place. Donc, c'est cette méthodologie qu'on veut partager avec un maximum de personnes concernées par ces méthodes de travail en open innovation. Et effectivement, on va produire un webinaire dédié à ce Living Lab. On aura effectivement Philippe Vigier, président du campus Les Champs du Possible, qui sera également présent pour témoigner de qu'est-ce que ça a apporté concrètement à son territoire. Et donc, rendez-vous le 5 avril à 11h pour ce webinaire. On rappelle également, bien sûr, que ce matin, nous parlions des appels à projets. On vous présente effectivement cette démarche d'open innovation avec le Living Lab. Pour celles et ceux qui nous suivent, on le voit, les grandes entreprises vous ouvrent leurs portes, que vous soyez innovants, que vous soyez ouverts pour justement transformer l'industrie, pour transformer l'économie. Et vous, GRDF, on l'a vu au travers de cette prise de parole ce matin et de cette fin de journée. Il y a un portail également où tous les gens qui nous écoutent peuvent peut-être également vous rejoindre. Exactement, vous pourrez consulter effectivement les appels à projets, vous pourrez télécharger le livre blanc du Living Lab revisité par GRDF, et ce site c'est innovation.grdf.fr. Caroline et Philippe et Caroline, je vous remercie de votre présence, je vous remercie d'avoir partagé également toute votre expérience, toute votre Rex sur ce sujet ô combien important, celui du Living Lab. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci Pierre. Et merci à vous de nous avoir suivis, au revoir.